Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il est temps de recevoir notre voisine préférée, Mélanie Adams, première directrice générale et chef investissement responsable chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Mélanie, ravi de vous voir. Je vous ai aperçu dans le quartier. Vous êtes toujours soucieuse de votre santé, contrairement à moi. Vous m'avez vu passer en voiture. Mais nous nous sommes aussi croisés dans le train il y a quelques semaines et en discutant, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas invité à cette émission depuis longtemps. Et pourtant, ce que vous et votre équipe faites est vraiment important pour les investisseurs et pour une raison quelconque, il semble que cela a été un peu mis en veilleuse au cours de l'année dernière. C'est pourtant quelque chose que nous voulons toujours garder au premier plan, car ce que vous et votre équipe faites a une grande valeur, non seulement du point de vue de l'investissement responsable, mais aussi au cœur même de la gestion des placements, qui repose en grande partie sur la gestion des risques. Alors, quelle que soit la manière dont on aborde la question, c'est un élément important à prendre en compte lorsque l'on prend des décisions d'investissement. Tout à fait. Je suis ravi d'être ici, Dave. Merci de m'avoir invité. J'ai été ravi de vous croiser dans le train. Et je suis d'accord avec vous. Il s'agit de gestion des risques. C'est une partie importante de ce que c'est, de la façon dont le monde a évolué et changé de manière spectaculaire au cours de l'année dernière. La façon dont nous concevons l'investissement responsable a peut-être changé, ou la façon dont nous concevons certains des facteurs particuliers que nous examinons. Mais ce qu'est l'investissement responsable, qui consiste à tenir compte des questions environnementales, sociales ou de gouvernance, et leur impact potentiel sur les décisions d'investissement dans le profil risque-rendement d'un investissement, cela demeure. Ce sont simplement les facteurs qui ont peut-être changé ou la façon dont nous les évaluons et les envisageons qui a peut-être légèrement évolué. Le processus que vous suivez lorsque vous travaillez avec des gestionnaires de placement et que vous examinez leur portefeuille ou que vous les aidez à utiliser ces outils pour gérer des portefeuilles plus efficaces, consiste-t-il à exclure certaines entreprises ou plutôt à trouver celles qui obtiennent de meilleurs résultats que les autres? Les décisions concernant les entreprises ou la dette, comment intégrez-vous cela dans un portefeuille? Il y a certains éléments pour lesquels nous parlons d'exclusion dans les portefeuilles, et cela concerne certains fonds ou certains mandats distincts que nous gérons pour nos clients. Mais en réalité, il s'agit plutôt d'une approche plus holistique des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance et comment les évaluer dans le cadre du processus d'investissement global. Nous travaillons avec les équipes de placement comme nous l'avons toujours fait. Nous disposons d'une équipe solide d'investissement responsable composée de personnes basées à Vancouver, Minneapolis, Toronto et Londres. Elle soutient toutes nos équipes d'investissement à l'échelle mondiale en ce qui concerne ces facteurs. Certains clients peuvent choisir de se désengager de certains secteurs ou de certaines catégories de produits, et nous sommes heureux de le faire pour eux. Mais dans l'ensemble, notre travail consiste à examiner ces facteurs dans le cadre de l'évaluation des risques d'un portefeuille. Il ne s'agit pas seulement des risques, mais aussi d'opportunités, car ce domaine en offre de nombreuses, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui serait exclu d'un fonds sans combustible fossile, par exemple, Mélanie? Oui, c'est vrai, nous proposons un fonds sans combustible fossile au Canada. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une implication directe et nous avons un seuil de tolérance de 0%. Ouais, ce que j'essayais de faire valoir un peu à la blague, bien sûr, je connaissais la réponse, ou du moins je l'espère. Lorsque je discute avec des investisseurs, et que pour une raison ou une autre, il peut s'agir de secteurs ou de pays spécifiques, comme ça a été le cas ces derniers temps, où les gens veulent éviter d'investir. Alors oui, à ce moment-là, cette option existe. L'essentiel est que vous offriez de nombreuses options aux investisseurs. Si quelqu'un le souhaite, il peut le faire. Et en général, nous voulons utiliser cela dans tous les portefeuilles. Ce que vous et votre équipe faites, c'est simplement un autre facteur de risque que vous pouvez gérer au sein du portefeuille, ce qui est ce que nous voulons.
Exactement, c'est tout à fait vrai. Généralement, lorsque vous excluez un élément d'un portefeuille, vous vous basez sur les revenus. Vous examinez les revenus d'un émetteur et décidez de l'exclure ou pas. Cela pourrait être une pente glissante. Vous pouvez avoir des implications en amont et en aval selon la place de l'émetteur dans sa chaîne de valeur. Vous devez donc être très attentif à ce genre de choses, car si vous ne faites pas très attention à la manière dont vous appliquez ce type d'exclusion, vous pouvez surpondérer d'une certaine manière et exclure des éléments qui peuvent en fait avoir des implications potentielles sur l'alpha que vous recherchez dans votre portefeuille. Les exécutions ne représentent qu'un très faible pourcentage des actifs que nous gérons. En règle générale, nos clients ne souhaitent pas ce type d'exclusion, mais ils veulent simplement une évaluation plus complète des critères ESG dans le cadre du processus d'investissement global. Oui, mon exemple préféré est toujours le même. J'ai deux entreprises qui se trouvent dans la même région. Imaginons que ce soit deux banques, par exemple, dont l'une prend vraiment très bien soin de ses employés, elle mène des enquêtes auprès de ses employés, elle s'informe de leur état d'esprit, elle procède à des ajustements, elle donne suite aux préoccupations qu'ils expriment, et il y a une autre entreprise qui ne s'en soucie pas vraiment. Elles exercent la même activité, mais celle-ci ne se soucie pas vraiment de ses employés, elle ne cherche qu'à générer des profits, à vendre, vendre, vendre. Vous vous dites peut-être qu'à court terme, l'approche plus agressive pourrait fonctionner, mais nous savons tous où nous préférerions travailler à long terme, où nous sommes le plus heureux, où les meilleurs voudront demeurer. Et cela se répercute finalement sur les résultats d'une entreprise. C'est l'une des façons dont nous pouvons saisir ces éléments en utilisant ces filtres. Tout à fait, vous faites une bonne distinction, Dave, entre le court terme et le long terme. Lorsque on examine ces secteurs, on les examine à plus long terme. Il y a des implications si l'on pense au changement climatique, par exemple. Il ne se manifestera pas dans les prochains mois, même si nous constatons de plus en plus ses effets sur le climat. Et nous voyons les entreprises s'attaquer à ce problème dans le cadre de leur gestion des risques. Mais en général, on s'intéresse à un horizon à plus long terme, ce qui correspond généralement à la façon dont nos clients investissent en tenant compte de cet horizon à plus long terme. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir les bases de l'investissement responsable, Mélanie est déjà venue à notre émission. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents, y compris toutes les interventions de Mélanie, en vous abonnant à notre balado sur votre plateforme habituelle ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube, car nous y sommes présents également. Le superbe décor de votre bureau est visible pour que tous puissent le voir. Oui, vous m'avez prise un peu par surprise. Je pensais que ce serait uniquement en audio aujourd'hui, hein. Une surprise agréable pour moi. C'est très excitant. Les gens regardent. Et encore une fois, nous vous invitons à vous abonner et à regarder. Je pense qu'il y a un moyen de m'enlever de l'écran si vous ne tenez pas à me voir, mais vous pouvez voir les invités et c'est mieux comme ça. Mélanie, votre équipe travaille sans relâche, elle est toujours en train de réfléchir à des choses. Et l'une des choses que vous publiez est un bulletin. Est-il accessible à tous ou uniquement aux personnes travaillant chez RBC Gestion mondiale d'actifs? Il s'agit d'un bulletin interne, cependant, nous transformons généralement les meilleurs en un document de réflexion que nous diffusons à l'extérieur, à l'intention des clients. Le plus récent parle des tendances à surveiller en 2026 et nous allons en faire un document de réflexion destiné au grand public. Alors, voilà un scoop à cette émission. Vous serez les premiers à en prendre connaissance. Voici les thèmes clés de l'investissement responsable pour 2026, disponibles qu'en interne, mais que nous allons partager ici. Alors, pour commencer, le thème principal est celui dont nous avons discuté avec de nombreux gestionnaires de placement et qui préoccupe tous les investisseurs avec lesquels je m'entretiens ces jours-ci, à savoir l'intelligence artificielle et son évolution constante. Dans cette optique, du point de vue de l'investissement responsable, pourquoi avez-vous classé ce thème parmi les tendances importantes de l'année? C'est sans aucun doute une tendance majeure. Il y a deux façons d'envisager l'intelligence artificielle dans ce domaine. La première concerne notre équipe IA et nous-mêmes. Elle nous affecte de la même manière qu'elle affecte tout le monde. Nous l'utilisons pour améliorer notre efficacité, nous l'utilisons pour évaluer les entreprises,
Par exemple, nous examinons le plan de transition climatique publié par un émetteur, nous l'évaluons et nous voyons s'il y a des lacunes dont nous aimerions discuter avec lui. Nous l'examinons dans le cadre du vote par procuration et nous étudions comment il peut être utilisé de cette façon. Je sais qu'il y a eu un communiqué de presse important il y a quelques semaines concernant l'utilisation de l'IA dans le cadre de notre processus de vote par procuration. À l'heure actuelle, nous examinons chaque élément valide, nous effectuons notre propre évaluation de tous les émetteurs et de tous les éléments qui sont présentés lors des assemblées générales annuelles. Nous effectuons cette analyse au sein de l'équipe chargée de l'investissement responsable, mais en collaboration avec les équipes d'investissement. Il existe désormais des moyens de prendre ce processus plus efficace, mais nous devons faire très attention à trouver le bon équilibre, car l'évaluation humaine demeure pour nous très importante. Il y a beaucoup de nuances. Voilà le premier aspect, il s'agit de l'efficacité de la génération d'alpha que nous pouvons envisager. Mais il y a aussi l'IA du point de vue de l'ESG et de la gestion des risques, et c'est un peu différent. Nous devons considérer les entreprises et la façon dont elles envisagent l'IA et ses implications pour les émetteurs. Cela concerne l'énergie utilisée pour les centres de données, un enjeu important, la consommation d'eau qui est associée, cela concerne le capital humain, la façon dont les entreprises envisagent leur main-d'œuvre, la façon dont elles envisagent les changements qui les attendent. Et puis, il y a aussi la composante gouvernance et la manière dont les conseils d'administration devraient se structurer et superviser les risques et les opportunités de l'IA. Cela couvre vraiment tous les aspects E, S et G de notre vision des émetteurs. Mais nous devons nous remettre en question. C'est d'ailleurs l'une de mes résolutions pour la nouvelle année. J'essaie chaque jour d'utiliser un peu plus l'IA. Mon équipe compte des personnes très douées qui utilisent l'IA et qui ont trouvé des façons créatives et phénoménales d'aborder cette question. Je suis un peu à la traîne, alors j'essaie de me perfectionner dans ce domaine tous les jours. Et oui, Mélanie, je pense que c'est quelque chose que nous pourrions tous faire cette année. Je sais que j'essaie moi-même de consacrer plus de temps à cela dans le domaine qui s'annonce ou qui, à bien des égards, est déjà là, et il est très important de se tenir à jour. Tout comme on a dû se familiariser avec les logiciels, les ordinateurs et tout ça, qui n'existait pas quand j'ai commencé ma carrière. Pour vous, c'est autre chose, mais ce qui est intéressant avec l'IA, et j'en parlais justement avec Éric Lasselle la semaine dernière, c'est que l'on commence à voir certaines données sur l'emploi qui indiquent que les entreprises ne remplacent peut-être pas les personnes qui partent ou n'embauchent pas aussi rapidement qu'elles le faisaient, disons. C'est l'un des domaines qui va être vraiment très intéressant. Et puis la question des entreprises, la façon dont elles gèrent cela. Ouais, comment elles restent en tête, comment elles restent compétitives, car si leurs concurrents le font et pas elles, cela ne va pas bien se passer à long terme du point de vue du profil risque-rendement. Et en réfléchissant à cela, il y a aussi des questions d'emploi qui vont de pair, et nous devons être attentifs et nous assurer que tout cela est pris en charge. Il existe une gouvernance appropriée à cet égard chez les émetteurs. Il y a beaucoup à faire et c'est vraiment très complexe. Oui, je pense que pour les particuliers qui gèrent leur portefeuille de placement, c'est un sujet vraiment difficile à appréhender. Et je pense que l'un des avantages que vous et votre équipe avez, grâce aux relations que certains gestionnaires de placement entretiennent avec les entreprises avec lesquelles ils travaillent, c'est que vous êtes en contact direct avec ces entreprises, ce qui vous permet de comprendre et d'apprécier ou non la manière dont elles intègrent l'IA dans leur mode de fonctionnement. Oui, c'est l'un de nos avantages. En tant que l'un des plus grands investisseurs au Canada, nous avons un accès privilégié et des relations solides avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous rencontrons les conseils d'administration, les cadres supérieurs, et nous avons l'occasion de leur poser ce genre de questions, de leur demander ce qu'ils en pensent. Ce type de gestion active est très important tout au long de l'année. Pendant la saison des votes par procuration, nous avons beaucoup plus d'occasions de le faire. Cela devient vraiment important car nous discutons avec les entreprises des propositions des actionnaires qui figurent sur leur bulletin de vote et de leur opinion à ce sujet. Nous avons donc des points particuliers sur lesquels nous voulons nous concentrer, mais cela se fait tout au long de l'année. Nous discutons de toutes ces questions avec les entreprises. Ouais, l'un des avantages d'un gestionnaire de placement par rapport à un investisseur individuel,
et qu'il est capable d'identifier un éventail plus large de risques, et ce sont parfois les risques que vous ne prenez pas en compte qui vous causent du tort. C'est ce qui rend le travail que vous et votre équipe accomplissez si important. C'est intéressant de constater que, là encore, l'IA figure en tête de liste des priorités de tout le monde en termes d'investissement et d'impact sur l'environnement d'investissement si vous êtes gestionnaire de placement. C'est formidable de voir qu'elle figure en tête de votre liste et que votre équipe s'y intéresse. Oui, tout à fait, et cela restera le cas. Je veux dire, c'est le sujet le plus important actuellement dans ce domaine. C'est pourquoi c'est la tendance numéro un à surveiller. Et nous nous mettons constamment au défi de l'utiliser plus souvent, de l'examiner, d'y réfléchir différemment. Et peut-être dans une direction différente, le deuxième point de la liste est le recalibrage de la défense. Évidemment, dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment et compte tenu des changements qui se sont produits ces dernières années à la suite de la COVID, cette question est plus que jamais d'actualité. Alors, que pensez-vous de ce domaine? Il s'agit d'un changement majeur. C'est un domaine très vaste et nous constatons notamment de nombreux changements en Europe. Ce type d'investissement se développe à l'échelle mondiale, mais dans le domaine de l'investissement responsable en Europe, le secteur de la défense était historiquement souvent écarté ou faisait l'objet de désinvestissement, car il était considéré comme peu favorable aux critères ESG, peu favorable au social et susceptible d'avoir des implications sur les droits de l'homme et l'utilisation des armes. On observait donc souvent en Europe des exclusions liées aux armes. Aujourd'hui, on constate que l'Europe s'éloigne quelque peu de cette tendance, et pas seulement les clients européens, mais aussi les régulateurs européens qui établissent des catégories spécifiques d'armes. Il existe une catégorie d'armes interdites qui comprend les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques et chimiques. Tout le reste n'entre pas dans cette catégorie interdite, mais il existe différentes catégories en fonction du degré de controverse de ces armes. Cependant, on observe un léger recul de ce type de désinvestissement dans ce domaine. Même les clients les plus stricts que nous avons rencontrés commencent à dire qu'il y a en fait des implications en matière de souveraineté. Il y a des implications en matière de droits de l'homme si nous désinvestissons, si nous ne disposons pas d'une défense adéquate. Il y a donc clairement un changement dans ce domaine. Il y a aussi une opportunité. Les gens ne veulent pas être exclus de certaines de ces opportunités d'investissement. Ils veulent s'assurer qu'ils réfléchissent de manière holistique aux implications à long terme de ces investissements du point de vue ESG et qu'ils font également ce qui est le mieux pour leurs bénéficiaires. Oui, et si on prend l'exemple de l'Europe, nous avons récemment discuté avec Dave Lambert, qui gère des portefeuilles européens, et les actions du secteur de la défense ont été parmi les plus performants l'année dernière en Europe. Si vous aviez exclu ce secteur ou si vous n'aviez pas de cadre pour décider quelles entreprises étaient les bonnes dans lesquelles investir ou non, ben, vous auriez manqué une opportunité. Tout à fait. À cela s'ajoute la complexité de la réglementation européenne, chaque pays européen pouvant avoir ses propres règles en la matière. L'Italie est un exemple qui me vient à l'esprit, où il existe des interdictions spécifiques concernant une catégorie d'armes qui est plus large que partout ailleurs. Il s'agit d'une interdiction stricte. Ainsi, pour tous nos fonds ou mandats que nous proposons en Italie, nous devons nous assurer que nous respectons cette règle qui est plus large. Je pense donc que l'Europe a beaucoup à faire pour déterminer comment elle va aborder ce type d'exclusion. Et bien sûr, pour nos clients européens, nous veillons à être en totale conformité avec tous ces pays différents, mais c'est une bonne discussion à avoir. Nous avons accès à de nombreuses données et ressources sur l'industrie de la défense, sur les entreprises, les émetteurs, leur niveau d'implication dans les différentes catégories d'armes, et nous pouvons mettre ces informations à la disposition de nos clients ou en discuter avec eux, bien sûr. C'est un autre exemple de la profondeur avec laquelle vous abordez ce domaine et c'est tout simplement remarquable de vous voir, vous et votre équipe, à l'œuvre et de constater l'ampleur de ce que vous avez bâti. Et puis, continuez à souligner l'importance de ce lien avec les portefeuilles dans lesquels les gens investissent. Oui, tout à fait. À ce propos, parlons de la voix des actionnaires. C'est le prochain point sur votre liste. Quel sera votre objectif dans ce domaine en 2026?
Il s'agit des États-Unis. Je veux dire, la voix des actionnaires est importante à l'échelle mondiale, mais nous avons parlé de l'Europe, nous avons parlé de l'importance de la défense à l'échelle mondiale, mais dans une perspective européenne particulière. Il s'agit ici d'un point de vue américain. En ce qui concerne la voix des actionnaires, nous avons constaté davantage de restrictions, certaines interdictions, mais aussi beaucoup d'activités et de réglementations dans le domaine des droits de vote par procuration des actionnaires, de la manière dont ils votent et de la possibilité pour les actionnaires de soumettre des propositions aux assemblées générales annuelles des entreprises. Auparavant, la SEC se prononçait sur ces questions. Les entreprises ont désormais plus de latitude pour ne pas inscrire ces propositions d'actionnaires au scrutin. Nous n'avons donc pas la possibilité de voter sur certaines questions car elles ne figurent même pas sur le bulletin de vote. C'est donc très important. Nous avons vu beaucoup de questions se poser autour des investisseurs lorsqu'ils rejoignent des organisations de type engagement collaboratif sur ce que cela signifie, sur la manière dont ils utilisent leur pouvoir et leur influence. Il y a donc eu beaucoup d'activités dans ce domaine aux États-Unis. Aujourd'hui, la gestion active est extrêmement importante pour nous. Il est essentiel que nous votions par procuration de la manière qui, selon nous, sert au mieux les intérêts de nos clients. Nous défendons toujours les droits des actionnaires afin de nous assurer que nous avons notre mot à dire et que nous pouvons faire connaître notre point de vue à la direction. Cela va donc se poursuivre pendant longtemps, c'est fondamental, c'est un principe essentiel de la gouvernance. C'est un principe essentiel de la manière dont nous exécutons notre devoir fiduciaire envers nos clients. Nous devons donc rester à l'affût de ces développements et veiller à défendre les intérêts de nos clients dans ce domaine. Oui, tout à fait. J'adore discuter avec vous car c'est toujours le sujet central, le client final, l'investisseur final. Tout cela est conçu pour offrir de meilleurs résultats aux investisseurs quotidiens qui investissent dans vos portefeuilles. Oui, et ce sont aussi ces petites choses. Je veux dire, tout le monde ne se rend peut-être pas compte que cela se produit, que nous perdons le droit d'avoir potentiellement notre mot à dire et de pouvoir voter sur certaines propositions d'actionnaires. Mais nous sommes là. Cela ne nous a pas échappé, c'est notre travail. C'est pour cela que nous venons travailler chaque jour. Et nous le faisons au nom des clients qui n'ont peut-être pas accès ou la possibilité de le faire. Le sujet suivant est aussi lié à ce que vous et votre équipe faites, bien sûr. C'était encore plus vrai, je pense, dans le passé. Et cela semblait s'être un peu calmé, peut-être. Nous en avions parlé, je pense, dans le train. Il s'agit du changement climatique. Et votre objectif pour 2026 est l'accélération de l'adaptation au changement climatique. Cela signifie-t-il que notre façon d'envisager le changement climatique prend une direction différente ou est-ce toujours la même? Mais nous assistons simplement à une accélération de certaines tendances. Pourquoi cela figure-t-il sur la liste? L'adaptation est un peu différente de la transition ou de la résilience, la façon dont nous envisageons de nous préparer au changement climatique. L'adaptation signifie que cela est déjà en train de se produire. Nous commençons déjà à voir certains des impacts sur le climat, par exemple, ce qui est facile à observer, nous le voyons. Comment nous adaptons-nous et comment les entreprises dans lesquelles nous investissons s'adaptent-elles, car cela est déjà en train de se produire. Nous voulons donc continuer à parler de transition, nous voulons continuer à nous demander si nous pouvons réduire nos émissions, pouvons-nous réfléchir au climat, la manière dont nous gérons ces risques, mais nous devons également commencer à parler de manière plus urgente de ce que nous faisons actuellement pour nous protéger, car cela se produit déjà. Et nous le constatons davantage dans les actifs physiques, je dirais. Nous parlons donc des entreprises qui possèdent des actifs physiques ou qui sont situées dans certaines zones, comme près de l'eau ou près de zones à risque d'incendie. C'est là que nous allons commencer à voir les grands changements se produire en premier. Pour nous, il s'agit de comprendre comment elles envisagent la situation pour s'adapter et se préparer. Oui, beaucoup de Canadiens de l'Est ou dans la région de Toronto ont des maisons en Floride et l'une des choses que j'entends souvent de leur part, c'est à quel point leurs primes d'assurance ont augmenté ces dernières années. Et cela, bien sûr, reflète en grande partie le changement climatique, bien entendu. Tout à fait, c'est un sujet important pour nous, car nous devons discuter avec les entreprises du type d'assurance qu'elles ont pour leurs actifs. Comment envisagent-elles cette question et comment se protègent-elles? Ouais, c'est vraiment incroyable de voir l'ampleur.
et la profondeur de ce qu'il faut faire pour simplement identifier tous ces risques qui existent. Alors, il y a donc quelques autres points que nous laisserons peut-être pour le document de réflexion, car vous avez abordé un peu les droits de l'homme et d'autres domaines d'investissement dans les 2 derniers points. Mais je pense que les 4 premiers points que nous avons eu l'occasion d'aborder, comme je l'ai dit, couvrent un large éventail de sujets, ils sont très approfondis. Je ne pense pas que l'investisseur moyen réfléchisse à ces questions lorsqu'il achète une action individuelle ou des FNB, ni même qu'il s'en préoccupe ou qu'il se rende compte que quelqu'un, dans les coulisses, surveille ces questions, ajuste ses observations au fil du temps pour suivre tout ce qui se passe dans ce monde qui évolue plus rapidement que jamais. Oui, tout à fait. Et c'est vaste, hein. Si l'on pense à tous les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, il est impossible pour une seule personne de devenir experte dans tous ces domaines. Mais le fait d'avoir une équipe diversifiée, dotée d'un large éventail de compétences, qui travaille en collaboration avec l'équipe chargée des risques et les équipes d'investissement, elles-mêmes en étroite collaboration avec notre équipe chargée de la politique d'investissement, c'est là que réside notre force et que cela nous donne un avantage certain en tant que grand gestionnaire d'actifs. Eh bien, Mélanie, encore une fois, j'ai été ravi de vous croiser cette fois-là. Je me souviens que le climat n'était pas favorable. Il faisait très froid ce jour-là. Oui, il y avait beaucoup de neige. On en a vraiment eu beaucoup cette année. On en a vraiment eu beaucoup. Mais c'était super de se revoir. Je suis content de vous avoir reçu. Pour une raison ou une autre, l'intérêt pour ce sujet a des hauts et des bas. Il y a eu des périodes où il était en tête de liste et où tous les investisseurs en parlaient lorsque je discutais avec eux. Et j'avoue que je discute toujours avec les investisseurs et des conseillers, mais il a un peu perdu de son importance. Et je pensais qu'il était vraiment important de le remettre au premier plan. Et encore une fois, il faut voir comment vous faites évoluer continuellement ce que vous faites pour vous assurer que cela continue d'apporter beaucoup de valeur ajoutée. Ainsi que les gens y prêtent attention ou non, cela reste en arrière-plan et cela profite aux personnes qui investissent dans vos fonds. C'est une valeur ajoutée, un élément dont les gens devraient tenir compte lorsqu'ils prennent leurs propres décisions d'investissement. Oui, tout à fait. Nous n'avons pas perdu notre élan dans ce domaine, nous n'avons pas du tout reculé, même si ce n'est peut-être pas la priorité de tout le monde. Nous continuons à y réfléchir et je suis vraiment fier de l'approche réfléchie et innovante que nous avons. Nous sommes donc heureux de pouvoir faire cela pour nos clients. Oui, vous faites un travail phénoménal et je l'ai bien compris. Comme nous en discutions dans le train, votre passion n'a pas faibli d'un iota depuis la dernière fois que je vous ai rencontré. Et c'est essentiel, car encore une fois, vous voulez que quelqu'un s'en charge et vous voulez une équipe de personnes passionnées qui comprennent l'impact que cela peut avoir. Et c'est certainement votre cas, vous et votre équipe. C'est donc formidable de renouer le contact. Merci beaucoup de m'avoir invité, Dave. J'apprécie toujours de participer à l'émission. On se reverra bientôt alors. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.